ils ne veulent pas uniquement s'opposer, les agriculteurs, ils ont aussi des propositions, eux qui sont, vous le voyez, mobilisés devant cet élevage de l'Ariège, ces images qui viennent d'être tournées ce matin par nos collègues de France 3 et qui montrent effectivement ces dizaines, ces centaines de membres, notamment de la coordination rurale. Votre mouvement, bonjour Christian Convert, vous qui en êtes secrétaire général, mobilisation... Aujourd'hui, je suis ex-secrétaire général. Ex-secrétaire général et donc ces hommes et ces femmes mobilisés pour stopper ce qu'ils considèrent comme cruel, inutile, l'abattage systématique de troupeaux entiers pour un seul cas de dermatose nodulaire, et c'est le cas de cette exploitation dans l'Ariège. On va y revenir. On accueille également Jeanne Brugère-Picou. Bonjour madame. Vous êtes professeure honoraire de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, membre de l'Académie nationale de médecine. On va vous demander bien sûr pourquoi cet abattage systématique est, semble-t-il, nécessaire. Et c'est ça qui est contesté par ces éleveurs. Et puis on est avec Christophe Brusset à distance. Bonjour, vous êtes ingénieur en agroalimentaire. Nous sommes également au plateau pour le volet politique de cette affaire avec Yaël Gosse de notre service politique. Bonjour, bonjour Yaël. On va les revoir ces images. Ces images donc devant cette exploitation de l'Ariège où un abattage est prévu à partir d'aujourd'hui. On est au bord de Sur-Arize, à l'abattage de plus de 200 bêtes. C'est bien ça, Christian Convert. Oui. 200 bêtes, alors qu'un cas de maladie avait été détecté. Vous avez l'intention d'empêcher cet abattage aujourd'hui ? Oui, clairement. Enfin, ce n'est pas que la coordination rurale. Je pense que c'est quand même majorité des éleveurs, presque tous syndicats confondus, on peut dire quand même comme ça. C'est pas possible. On fait comme ça depuis le mois de juillet. En fait, on n'empêche pas. On court après la maladie. La ministre, elle court après. Elle l'aurait stoppé dans les Savoies. On aurait dit peut-être que le protocole était bon. Là, on voit que c'est en train de se répandre un peu partout en France et elle court après. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour empêcher ? Alors, il va y avoir quoi ? Des vétérinaires qui doivent venir sur place ? Comment ça se passe d'ailleurs quand on doit abattre 200 bêtes d'un coup ? Bon, je ne vais pas vous le décrire, c'est trop violent quand même. De toute façon, ça veut dire des couloirs de contention, ça veut dire un certain nombre de choses, tuer les bêtes. Écoutez, nous, à chaque fois, on demande la même chose. Depuis le mois de juillet, on a dit qu'avant d'abattre, puisqu'on se rend compte qu'on abat quand même, allez, on va dire plus de 90% d'animaux qui sont complètement sains. Donc, c'est pas d'éliminer les animaux sains qu'on va faire reculer la maladie. Donc, de l'analyse. On va l'analyser tout ça, mais vraiment pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui en Ariège, là vous bloquez tout, c'est-à-dire pour vous ça ne passera pas, c'est hors de question que ça se produise aujourd'hui, et jusqu'où vous allez aller ? C'est malheureux de dire ça, mais je pense qu'on ne veut pas la confrontation avec les forces de l'ordre. On demande à chaque fois la même chose. On dit, qui sont sur place un peu en retrait, on les voit pas sur mais on a vu ça puisque je l'ai vécu dans le Doubs personnellement. On n'a jamais pensé une seconde que les forces de l'ordre allaient nous taper dessus, allaient nous gazer, puisque c'est comme ça que ça s'est passé, jusque dans les bâtiments. Je pense que ça dépasse l'entendement, ça dépasse peut-être même la loi. Je ne sais pas s'ils ont le droit vraiment de faire ça, mais dans la mesure où nous, on dit, écoutez, vous faites les analyses sur l'ensemble du troupeau, nous, on s'en va. Et demain ou après-demain, vous avez le résultat sur 200 bêtes, je pense que c'est significatif. Oui. Si les 199 reviennent négatives, il y a un petit problème à se poser quand même. Voilà. Bon. On va déjà poser bien les choses. Quelles sont ces règles sanitaires que vous contestez si vivement et qui sont imposées par l'État ? On vous rejoint dans la rédaction, Florent Boutet. Vous nous faites un point justement sur cette réglementation. Oui, et pour tout comprendre, je vous propose de partir de la dernière carte en date éditée par le ministère de l'Agriculture avec les différentes zones sanitaires qui sont ici bien délimitées. En rouge, on a 3 foyers, 1 actuellement sur la Franche-Comté et 2 sur les Pyrénées qui représentent des zones de protection 20 km autour des élevages qui ont été contaminés ou au moins un animal est concerné. Et ici, le déplacement des animaux est totalement interdit. L'abattage des élevages infectés obligatoire sous l'autorité du préfet et la vaccination de tous les bovins doit être entreprise. Et si au bout de 28 jours, qui est la durée d'incubation de la maladie, tout se passe bien, il n'y a pas de nouveaux cas, on bascule en zone de vigilance. C'est la même couleur que le périmètre 50 km autour des élevages incriminés. Ici, le déplacement des animaux reste limité, la surveillance vétérinaire est renforcée et la vaccination doit encore s'intensifier. Et si on atteint 75% de bovins vaccinés, alors là, on peut basculer en zone de vigilance. C'est la couleur bleue ici, comme celle qui existe en Auvergne-Rhône-Alpes, là où il y a déjà eu 3 foyers détectés et où tout va mieux. Les déplacements des animaux redeviennent autorisés sous surveillance sanitaire néanmoins et l'export peut se faire vers le reste de la France et même vers la Suisse ou encore l'Italie.
On entend dire qu'une vaccination générale permettrait de résoudre le problème, Florent. Pourquoi cette idée, c'est compliqué à mettre en œuvre ? Eh bien parce que, regardez, la France, c'est vraiment une population de bovins extrêmement conséquente. 15,7 millions de têtes d'après l'INSEE. Résultat, eh bien, il faudrait importer autant de doses vaccinales. Elles ne sont pas produites en France, mais en Afrique du Sud. Ça coûterait non seulement 80 millions d'euros, mais le défi logistique, il est ailleurs. Il faudrait des bras, il faudrait des personnes, des vétérinaires pour vacciner. Et ça prendrait un temps incroyable. Résultat, les élevages de cheptel français pourraient être immobilisés jusqu'à 1 an. Et ça, est-ce que la filière peut se le payer ? Pas forcément, quand on sait que la France, c'est le premier exportateur mondial de bovins vivants. L'an dernier, il faut savoir que 1 million de bovins ont été exportés ailleurs dans le monde, notamment vers l'Espagne ou encore l'Italie. Ça pourrait donc mettre en très très grande difficulté toute cette filière. Merci beaucoup, Florent. Je vous entendais réagir très très vivement, Christian Convert, à ce qui vient d'être dit. C'est une de vos propositions, on va les détailler. Vous proposez un protocole alternatif, on va voir ce qu'en pense Jeanne Bruguère-Picot, ici même, professeure honoraire de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Mais tout d'abord, vous souhaitiez corriger quelque chose qui a été dit. La vaccination, c'est pas dire que c'est insurmontable, parce que si on... à 1,40 € la vaccination, si on estime que la France ne peut pas se payer ça, je vais dire que les éleveurs peuvent se le payer, puisque les vétérinaires, ils interviennent chaque année dans les élevages pour vacciner, de toute façon, d'autres protocoles, d'autres maladies. Donc, c'est une vaccination de plus qui, même si les éleveurs devaient la prendre à leur charge, à la limite, ce n'est pas le problème. Oui. Mais si on dit qu'on n'est pas capable de payer la vaccination, comment on fait pour payer des indemnisations ? Les indemnisations, aujourd'hui, ne sont pas payées. Elles sont payées que partiellement, donc ça veut dire 50%, même pas. Donc c'est bien gentil. Et là, c'est un autre montant. Là. Oui. L'enjeu, c'est quel statut a la France après si ces bovins sont vaccinés. C'est là où le ministère de l'Agriculture freine. C'est à l'exportation, ça crée un doute sur... Mais ça crée un doute sur le cheptel français. Est-il sain ? C'est ça l'enjeu aussi derrière la vaccination. Détaillons tout d'abord ce protocole alternatif, si vous voulez bien, que vous proposez. Vous dites quoi ? Au lieu de ces règles qu'on vient de voir, concrètement, quelles sont les étapes que vous préconisez à la coordination rurale ? Ce qui est proposé, ce qu'on demande, c'est déjà qu'il y ait un vrai débat dans le Parlement sanitaire, qu'on appelle, et qu'il y ait d'autres avis. Donc, il y a des avis... on vient d'en discuter avec madame, là, qui sont quand même les conseillers de la ministre et qui sont dans cette voie-là. Tout le monde... Non, mais je vous dis, vous êtes un peu sur les mêmes lignes. Il y a d'autres avis. La science n'est pas une seule ligne droite. Et il y a d'autres avis qui disent, notamment des vétérinaires au niveau européen, qui conseillent l'Europe, qui disent aujourd'hui, il faut arrêter avec cet abattage total, il faut passer à la vaccination et à l'abattage partiel. Oui. Voilà. Donc vous dites, abattons uniquement les bêtes malades. On ne va pas l'obliger à personne, mais il faut quand même que ça soit proposé au moins aux éleveurs qui le demandent. Et après, voilà. Alors, il y a une vraie question à poser, c'est est-ce que la vaccination, au-delà d'un certain temps, permet d'arrêter l'abattage ? Et là-dessus, la ministre ne nous répond pas. Est-ce que quand on a vacciné depuis 3 mois, comme chez nous, par exemple, 3 mois ou 4 mois, si on a un cas qui ressort, est-ce qu'on continue de tuer ? Pour l'instant, c'est oui. Le protocole s'applique. Donc ça, ce n'est plus entendable. Et il y a beaucoup d'autres mesures comme ça. Je peux vous répondre ? Oui, alors allez-y, Jeanne. C'est très simple. On a vu arriver quand même la maladie dans les Savoies. Et je suis savoyarde, voyez-vous. En plus, j'habite exactement entre Entrelacs et Faverges. Et je remplaçais le vétérinaire du coin avec mon mari. Donc, je connais bien la région, bien les vaches. Et je gardais les vaches de ma grand-mère dans la région. Alors, je peux vous dire que je peux me permettre de vous répondre sur ce sujet-là. Et en plus, je suis prof de bovine. Donc, quand cette maladie est apparue, on ne la connaissait pas bien. C'est évident qu'il fallait regarder ce qui se faisait parce que c'était une maladie africaine. Donc, il était normal de prévenir les vétérinaires de cette nouvelle maladie qui ne prenait que 4 lignes dans nos cours puisqu'elle était exotique. Donc, j'ai bien expliqué aux vétérinaires que c'était une maladie qui était dans la catégorie A au niveau européen parce qu'on l'a eu à un moment en Europe jusqu'en Grèce et grâce à la vaccination, on a arrêté cette maladie qui venait des Balkans. Par contre, jusqu'alors, ce que vous pouvez voir, c'est que sans la vaccination, la maladie, elle est partie vers l'Est, en Russie, en Chine, elle est arrivée au Japon en 2025. J'ai même été invitée par les Chinois en octobre pour faire une conférence sur ce sujet, pour vous dire qu'ils sont quand même inquiets. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation européenne, elle n'est pas faite pour abattre des animaux. Au contraire, si on peut éviter, c'est formidable. Mais c'est une maladie tellement contagieuse que si vous avez 1 ou 2 cas dans un troupeau, c'est que vous avez d'autres qui sont en incubation.
Alors, le problème en Savoie était très clair. Je donnerai 2 exemples. Le premier, c'est cet éleveur de Cessan, au début, qui a refusé de tuer ces animaux. Que je connais bien. Et qui, en fait, a attendu 13 jours. Mais vous n'avez pas remarqué que dans les 13 jours qu'on suivit l'abattage de ces troupeaux, c'est-à-dire qu'il a laissé des animaux qui étaient des bombes à virus dans son troupeau. Super intéressant ce que vous expliquez. Oui, eh bien, ça a éclaté autour de chez lui. Alors, non. Alors, si, ça a commencé ailleurs, avant d'être chez lui. Oui, non, mais. Alors, il y a un point où on peut être d'accord, si vous voulez. Oui. C'est que cet éleveur, pour le coup, je le connais très bien, c'était dans un bâtiment où il avait rentré ses animaux depuis le premier jour. Donc, les animaux étaient tous à l'intérieur. Donc, dès qu'il y a eu un cas, parlez bien devant le micro, le si vous voulez vétérinaire bien. refusait de vacciner. Refusait de vacciner puisqu'il n'avait plus le droit à la vaccination dans la mesure... Alors, même les vétérinaires, un certain nombre étaient d'accord avec nous pour dire ça serait super intéressant de garder au moins ces animaux pendant 60 jours dans le bâtiment, sachant qu'ils ne faisaient courir de risque à personne, ce n'est qu'à lui. Non, dans un bâtiment qui est... Comment ça se répand d'une exploitation à l'autre, qu'on comprenne bien? Par les mouches, donc, elles piquent. Ça aurait permis de voir. Vous ne pouvez pas mais restreindre écoutez, les mais mouches. si vous pouvez, puisqu'on avait vu sur 30 jours, sur 20 jours, qu'il n'y avait aucune évolution. Donc si on attendait plus... Les vétérinaires nous disaient certainement les animaux sont en train de s'auto-immuniser. On n'a pas fait. Ça serait absolument nécessaire d'avoir des troupeaux tests pour savoir justement en 60 jours ce qui se serait véritablement passé. Et ça aurait été aussi intéressant pour les vétérinaires que pour les éleveurs. Alors c'est sûr que si au bout de 60 jours, il avait eu la moitié de son troupeau très malade, voire crevé, comme on peut dire. Il n'a jamais eu ces 60 jours, c'est ce que vous nous dites. Il en a eu que 30. Non, il a eu 13 jours. Et au bout de 13 jours, il avait déjà des cas. C'est là le problème. Alors, auto-immuniser, je suis d'accord, c'est ce qui se passe en Afrique parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et justement, ça crée une maladie qui persiste, qui entraîne des baisses de production, des douleurs, etc. C'est vrai que c'est pas mortel, c'est mortel à moins de 10%, mais ce sont des baisses de production. Les éleveurs ne sont pas, c'est plus rentable quand la maladie est bien installée. Parce que l'auto-immunisation. Ce que disent les éleveurs aussi, ce qui est un point important pour eux, c'est que ce ne sont pas juste des vaches, et c'est comme ça qu'elles sont perçues, c'est pas que du bétail, c'est leur vache qui a eu du travail avant, du travail sur des années. Expliquez-nous ça. Il y a le travail génétique qui est fait sur 1 ou 2 générations. Mais ce que vous dites, je ne suis pas d'accord encore une fois avec, puisque les animaux, ils sont suivis un par un, jour par jour, surtout que là, c'est une exploitation avec robot de traite, donc aucune baisse de lait. Mais... Après, un animal malade, puisqu'on a vu ça ailleurs, pas besoin. Un animal malade, soigné avec anti-inflammatoire, au bout de 3 jours, il n'a plus rien. C'est ce que j'ai vu. Donc, il ne faut pas nous dire que c'est mortel comme ça, qu'il y a une baisse de production, que mais non, c'est pas très mortel. C'est le problème de la contagiosité vis-à-vis des autres élevages. Et sauf qu'on n'a pas le recul pour justement voir comment les animaux réagissent. Mais le recul, vous l'avez. On aurait pu l'avoir. On aurait pu l'avoir. Maladie. Regardez ce qui s'est passé en Europe où on n'a pas vacciné et heureusement on l'a resté en Grèce. Mais les Balkans et puis après vers l'est, la maladie a diffusé. Vous dites qu'il vaut mieux sacrifier quelques troupeaux aujourd'hui pour éviter que l'ensemble des troupeaux soient contaminés. On sacrifie un troupeau pour peut-être éviter de la contamination de multitudes de troupeaux. C'est ça qui est important. Alors comment vous expliquez qu'elle est en train de se balader? C'est la question à laquelle j'allais venir. Ah si, je vous l'explique tout de suite. Ah mais oui, mais vous allez faire comme je vous l'explique. Elle se propage toujours. Elle se propage toujours, cette maladie. Une tapette à mouche derrière chaque mouche. Non, justement, c'est pas les mouches. Sur une courte distance, ce sont les mouches. Et la désinsectisation n'est jamais parfaite. Par contre, sur une longue distance, et ça tout le monde le sait, c'est le déplacement de l'animal infecté, véritable bombe à virus dans une bétaillère et qui est transporté d'une personne à l'autre. Parce que comment ça fait 100 km ce virus autrement que dans une bétaillère? Transporté, c'est-à-dire vous voulez dire quoi? Que tous les cas qu'on a eus depuis la Savoie ou de la Haute-Savoie, ce sont des déplacements d'animaux. Donc la petite mouche se promène avec l'animal et va contaminer. Non, c'est pas les mouches. Alors, c'est pas les mouches, c'est l'éleveur qui va déplacer un animal infecté. Mais l'animal infecté, quand il est déplacé dans un camion. S'il vous plaît, vous n'allez pas dire ça. Vous faites comme la ministre, vous inculpez les agriculteurs. Vous inculpez les agriculteurs. Si ça ne va pas, c'est de notre faute. Alors je peux vous dire, moi je suis éleveur, je suis dans la zone. On s'énerve pas, c'est inutile. On n'a pas déplacé un animal, j'ai pas vendu un animal depuis le mois de juillet. Depuis le début juillet. Vous pouvez venir voir, ils sont tous vous, là. peut-être. Non, mais c'est trop facile de dire ça. Parce que là, il nous faut les preuves. La preuve en est, c'est qu'il y a eu à 100 km des cas. Et le cas, il n'arrive pas comme ça. Mais ça ne se transmet pas par l'homme, alors qu'on comprenne bien ce que vous voulez dire par cette transmission. C'est pas l'homme, c'est la personne qui transporte l'animal. Comment la maladie est arrivée en Savoie? Parce qu'elle est venue
de Lombardie, du nord de l'Italie, et elle est arrivée en Savoie comme ça. Comment ? C'est la même souche. Comment ? Par une bétaillère, tiens. Ah oui, forcément, mais on la connaît pas, la bétaillère. Ah non, non. Saint-Esprit. Ah ben, remarquez, à l'époque, l'éleveur qui a importé n'était peut-être pas conscient dans la mesure où c'était pas encore déclaré en Sardaigne. Alors, qu'est-ce que vous dites du déplacement des chevaux dans le même temps? Bon, alors on va pas venir sur les chevaux parce que là on va tout compliquer. Il faut revenir sur la question de la vaccination généralisée. Elle avait ouvert la porte, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, et puis elle l'a refermée dimanche plus ou moins. D'ailleurs, on va regarder ce qu'elle avait dit dimanche. Une généralisation de la vaccination enverrait un signal préoccupant à nos partenaires européens. Jusqu'à quel point ces agriculteurs français sont-ils victimes de, pardon, c'est un petit peu bateau comme question et un petit peu peut-être manichéen, mais de l'Europe? Est-ce que cette classification en catégorie A qui nécessite l'abattage par l'Europe, est-ce que ça, c'est ça que contestent les agriculteurs? Est-ce que c'est un peu excessif? Est-ce qu'on fait tout ça Votre question, aussi elle appelle autre chose. Elle appelle que c'est plus un enjeu sanitaire. Économique. Ça veut dire que la ministre, elle est sur un enjeu économique et non sanitaire. Mais, mais ça, c'est important pour vous aussi, l'enjeu économique. Ça veut dire que l'enjeu sanitaire n'est pas du tout le même que ça veut dire que ce qui dirige son action, c'est l'enjeu économique. Oui, mais si jamais... Non, c'est l'enjeu sanitaire. Au ministère, c'est l'enjeu sanitaire. Alors, c'est tellement grave. Alors, c'est la vaccination. Mais la vaccination, on l'a fait quand il y a un risque. Pourquoi on irait vacciner en Bretagne? Parce qu'on sait très bien que si le virus arrive en Bretagne, c'est parce qu'il y aura eu quelqu'un avec une bétaillère qui apportera une bombe à virus avec un animal infecté. On va se rendre dans une zone qui est jusqu'ici, à ma connaissance en tout cas, indemne de ce virus de la dermatose nodulaire, et c'est dans la Mayenne. Vous aviez connaissance de cas en Mayenne? Non. Pas encore. Et à Laval, pourtant, votre mouvement, la coordination rurale, va manifester cet après-midi. Ah oui, c'est ça qui est dommage. On y rejoint Sophie Adolé, une mobilisation importante pour ce problème qui n'impacte pas encore toute la France, mais qui marque déjà beaucoup les esprits. Qui inquiète. Oui, alors le rendez-vous est donné très précisément à 14h ici à Laval où nous nous trouvons. Rendez-vous donné par la coordination rurale. Très concrètement, les agriculteurs sont appelés à se rassembler ici et puis un cortège se dirigera vers la chambre d'agriculture. La coordination rurale, comme vous l'avez expliqué longuement depuis le début de ce débat, qui proteste contre la gestion de la dermatose. Alors oui, effectivement, je vous entendais dire qu'il n'y a pas de cas ici encore en Mayenne. J'ai justement discuté avec les responsables de la coordination rurale du département. Eux, ce qu'ils craignent évidemment, c'est que la dermatose arrive au sein du département. Ils me disaient dès le début 2026, si la dermatose continue à se propager sur l'ensemble du territoire français. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture dont nous disposons actuellement, il y aurait 109 foyers au total en France. Et donc la coordination rurale qui veut aujourd'hui alerter le département de la Mayenne, et c'est pourquoi ils ont notamment pris rendez-vous avec la préfecture. Ils seront reçus aujourd'hui à 16h par la préfecture. Merci beaucoup, Sophia. Yael, c'est une crise de plus, on va dire, pour ce monde agricole. Oui, et qui vient percuter aussi le message de la ministre Annie Genevard dont on parlait, qui était à Rungis lundi pour un grand discours qui a été vu un petit peu comme une opération de communication par la FNSEA et aussi par votre syndicat, la coordination rurale. C'est l'idée d'un réveil, elle a dit, face à la guerre agricole qui se prépare, avec des mots comme souveraineté alimentaire, patriotisme alimentaire, conquête de marché. Donc on a cette crise sanitaire de l'élevage en ce moment bovin avec la dermatose, mais vous avez aussi un autre dossier brûlant qui n'avance pas, c'est le Mercosur, puisque entre le 16 et le 19 décembre, c'est le moment où les pays européens, les pays des 27 vont dire oui ou non, est-ce qu'ils adhèrent à ce traité. La France est sur les freins, on le sait, mais Emmanuel Macron a naviguer d'ambiguïté en ambiguïté. Maintenant, il dit qu'il n'y a pas encore assez de réponses concrètes pour que la France donne son feu vert. Et puis tout ça, dans un contexte international où les droits de douane nous font du mal, côté américain, mais aussi côté chinois, les engrais importés avec une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne qui renchérit les prix pour les agriculteurs, et peut-être pour la première fois depuis 50 ans, une balance agricole commerciale française déficitaire. Ce serait la première fois en 50 ans. On est 6e exportateur désormais dans le monde agricole en Europe, alors qu'on était 2e il y a 25 ans. Voilà, on est vraiment dans un moment un peu charnière où les discours, les mots des politiques peuvent heurter la réalité assez morose de tout un secteur, de toute une activité, que ce soit la viticulture, les vignes, jusqu'à l'élevage. C'est fait. On est aujourd'hui un importateur net, on le savait, on l'annonçait depuis un moment. À notre présidente Véronique Le Floch l'a annoncé combien de fois au président, à la ministre, qu'on allait arriver à cette situation.
Mais c'est pas le moment alors de mettre à mal encore plus ces exportations de viande de bœuf nous affaiblissent. Là, on est en train d'affaiblir l'élevage. Donc, la ministre, les mots qu'elle a employés, je me rappelle plus ce que c'est, mais tu dis, mais j'hallucine. Quand on a le réveil de l'agriculture, toutes les décisions qu'elle prend chaque jour, c'est pour affaiblir. Le Mercosur, c'est pas la peine de nous raconter des histoires. Il est signé, le Mercosur. Ils vont se coucher, ils n'ont plus d'autres solutions. Donc, de toute façon, voilà. Donc, on nous embête sur des trucs comme ça. On sait qu'on va importer la viande d'Amérique du Sud. Vous savez comment elle est produite. On regarde ça tous les jours. Là, on est en train de tuer l'agriculture, c'est clair. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Le réveil, oui. D'abord, le réveil de la ministre. Moi je reviens sur le fait que c'est le déplacement des animaux. Est-ce que vous dites à vos adhérents de ne pas déplacer les animaux? Parce que ce message-là, il n'apparaît pas suffisamment clair. Enfin, vous avez entendu ce qui se passe. On est fiché tous les jours, la police, les services, ils ont rembauché du monde dans les services vétérinaires. Et les animaux, ils sont fichés. On n'avait pas le droit de les déplacer. Dans un parc, on était obligé de les laisser. Mais c'est ce qui Alors attendez, c'est faux. C'est faux. On a Christophe Brusset qui nous attend à distance, ingénieur de l'agroalimentaire. Bonjour à vous. Alors je ne sais pas si vous pouvez. Bonjour. Si vous avez effectivement une idée du nombre de vaccins qui seraient à disposition de la France. Est-ce qu'on a 15 millions de vaccins disponibles au cas où quelqu'un décide la vaccination générale? Parce que c'est ça aussi la question, bien évidemment. On a ce qu'on commande. Effectivement, il faut avoir le nombre de vaccins suffisant, mais il faut savoir que 15 millions d'animaux, pour la France, c'est effectivement un chiffre énorme. Mais si on compare avec un pays comme le Brésil, par exemple, c'est 200 millions d'animaux, 200 millions de bovins. Donc 15 millions en soi, en termes de doses de vaccins, non, ce ne sont pas des quantités énormes. Aujourd'hui, on a 2 vaccins, donc un MSB et un de chez OBP, qui sont approuvés pour vacciner en France. On pourrait avoir d'autres fabricants, effectivement, qui aussi pourraient proposer leurs vaccins. Et en quelques semaines, voire quelques mois, on pourrait effectivement avoir des doses suffisantes pour vacciner quasiment l'ensemble du troupeau français. Oui, mais quelques semaines ou quelques mois, est-ce que ce n'est pas aussi suffisant pour que la maladie se répande très largement en France et que du coup, il soit déjà trop tard Mais il faudrait que... Alors attendez, oui, allez-y. Allez-y, Christophe Brusset. En fait, comme l'a indiqué votre invité vétérinaire, il faudrait effectivement continuer avec la stratégie actuelle, mais dans le même temps, mettre en place une vaccination à plus large échelle. Et c'est un problème que je connais bien. Quand même, on est trop frileux sur cette question de la vaccination au niveau politique. Ça, vous le dites aujourd'hui, Christophe Brusset. On devrait déjà vacciner au-delà de ces zones qu'on vient de voir, la rayon de 20 km autour des exploitations. Pardon, je viens vers vous. Je le pense, effectivement. Alors, il faut savoir après que l'objectif quand même des vétérinaires et des pouvoirs publics, c'est quand même d'aider les agriculteurs. Donc, il ne devrait pas y avoir de conflit à ce niveau-là. C'est vrai que l'objectif de tout le monde, c'est de faire que les producteurs puissent produire leurs bovins et qu'ensuite, ils peuvent être exportés, puisqu'on a vu qu'on en exporte 1 million sur un cheptel de 15. Donc, c'est effectivement très important pour la profession. Il faut savoir que quand on a un pays qui est officiellement déclaré comme étant contaminé par une maladie particulière, on l'a vu avec d'autres par le passé, tous les pays clients ou les pays alentours, en général, ferment leurs frontières. Donc, je comprends la réticence du gouvernement à déclarer une campagne de vaccination générale, ce qui sera un message à tous les pays alentours, à tous les clients, en fait, et aux concurrents, de dire, voilà, il faut éviter les animaux français, puisque sinon, ils vont contaminer vos propres cheptels. Merci, Christophe Brusset. Et du coup, ma dernière question, Christian Convers, ce sera ça. Vous dites, on abîme notre filière en faisant ça, l'abattage systématique. Mais est-ce que ça ne va pas l'abîmer encore plus que de donner ce mauvais message, entre guillemets mauvais, c'est l'avis de ceux qui sont contre. En vaccinant généralement, ça veut dire fermer les frontières, ça veut dire mettre les exploitants encore plus en difficulté la filière. L'enjeu, il y a 2 enjeux, sanitaires et économiques. L'enjeu sanitaire, si on doit vacciner, c'est pendant l'hiver. Pendant l'hiver, on est bien d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de mouches et pas beaucoup de... Si, dans les étables. Oui, dans les étapes. Bon, vous avez toujours la bonne réponse, c'est très bien. Sauf que si on arrive au mois de mars, que le gouvernement n'a pas commandé les vaccins, qu'on remet nos animaux en pâture, sachant que la maladie est toujours là, ça va être une explosion générale. Moi, c'est ce qu'on est quasiment certain. Donc, on dit que la ministre, c'est maintenant qu'elle doit commander les vaccins, que les agriculteurs, la vaccination sera volontaire ou obligatoire, je ne sais pas. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas le droit de vacciner si on est en dehors de la zone. Et ça ne peut pas marcher. Juste une question de néophyte en ce qui me concerne sur l'élevage. Quand un bovin est tué, abattu, l'indemnisation est de combien? Est-ce que c'est égal pour vous? Vous êtes perdant à la fin?
Ah ben déjà, il y a une expertise qui est faite, mais il y a un barème national qui correspond à 60% du prix de l'animal. Donc ça veut dire, alors jusqu'à maintenant, on a commencé sur certains à se mettre d'accord avec la ministre pour qu'ils payent au prix de l'expertise qui permet le rachat. Mais par contre, on n'a rien obtenu, il n'y a rien de calé par rapport à la perte d'exploitation, qui représente aussi une somme considérable. Est-ce que ça peut être le coup fatal à la filière bovine, ou en tout cas un premier coup porté. Alors fatal, c'est peut-être un peu excessif, mais à quel point vous êtes inquiet aujourd'hui ? On est inquiet parce qu'il y a un bon nombre d'exploitations qui, de toute façon, pourront pas redémarrer. Et c'est l'extension qui nous fait peur. Les éleveurs qui demandent la vaccination, c'est pas pour le plaisir, c'est pour se dire, une fois qu'on sera vacciné, normalement, on arrête de tuer. Et on s'aperçoit que ça, pour l'instant, la garantie là nous est pas donnée. Et de toute façon, vous comprenez bien qu'on avait beaucoup d'agriculteurs en limite de zone. Ils voulaient être vaccinés, ils avaient leurs animaux qui étaient dans la zone. Et même ça, on nous l'a pas autorisé. Donc à la fin... Est-ce qu'ils ont été contaminés ? Et surtout, il faut savoir que quand le risque existe, on vaccine, même s'il n'y a pas de cas. Regardez, on a vacciné en Corse parce qu'on a considéré qu'un risque pouvait être possible parce qu'il y avait des cas en Sardaigne. Ce qui prouve que quand même, on prend la décision de vacciner quand le risque est évalué. Le risque, c'est le déplacement. Dites-le à vos adhérents qui... Je crois que ça a été dit. Christophe Brusset, à quel point ça peut impacter la filière ? On ne se rend pas bien compte à quel point la maladie peut se répandre et mettre en difficulté ces exploitations au niveau à l'échelle nationale. Ça peut affecter la filière, effectivement, comme l'a dit votre invité vétérinaire, au niveau de la production et de la mortalité du cheptel. Il faut savoir qu'il n'y a pas de risque de transmission à l'homme. Enfin, donc, à ce niveau-là, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de consommer de la viande, même d'un animal contaminé. Donc, en termes agroalimentaires, il n'y a pas de risque au niveau de ce virus. Ensuite, on sait que les vaccins qui sont sur le marché aujourd'hui sont des vaccins extrêmement efficaces, qui procurent une immunité assez rapide. Donc, on devrait arriver à contenir la maladie et l'éradiquer avec une vaccination à plus large échelle. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on se penche sur un autre problème, celui des stocks de munitions en France. Il est au plus bas. Comment on fait et avec quel argent ? On a des experts qui vont nous apporter un éclairage juste après. Il y a un nouveau journal dans quelques secondes. À tout de suite sur France Info. Je ne suis pas experte.